Bonjour et bienvenue, image extraordinaire que vous voyez, celle d'un président nouvellement élu, accueilli par les grands de ce monde au son de la Marseillaise. On va revenir bien évidemment sur les premiers pas d'Emmanuel Macron, mais aussi ceux beaucoup plus lourds, vous allez le voir, d'un Donald Trump qui bouscule tout sur son passage, même ses homologues, pour être le premier sur la photo du grand art, mais aussi sans la manière. Le boss, c'est lui. De la com, de l'image, du son, également avec un J'y suis, j'y reste de Richard Ferrand. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain François Fillon. On parlera également de Nicolas Sarkozy, le temps d'un match, car vous allez l'entendre, la politique, c'est fini et c'est bien fini. On en parle avec Jean-Luc Manot. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Conseiller en communication, cofondateur du cabinet Only Conseil, avec Jean-Marc Dumontet. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Merci. Producteur, président des Molières, Moustapha Tossa. Bonjour. Éditorialiste franco-marocain et Judith Ventro. Bonjour Judith. Journaliste politique au Figaro. Quand Donald Trump est là, ça va se voir. Celle qui est avec lui, il se trouve sur la route. Attention, si vous êtes devant le président américain, ça donne ça. Énorme, ça pourrait se passer dans un saloon, et surtout l'attitude, le regard fixe. Il a marqué son territoire, son empreinte sur ce sommet dès le début. Oui, c'est le grand fauve qui arrive. Poussez-vous de là, que je m'y mette. Oui, c'est bon. Enfin, la symbolique du geste dit aussi la symbolique de la position dans le monde. Là, il y a une parfaite adéquation. Vous partagez ce sentiment, cette réflexion? Non, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que ça n'étonne même personne. Parce que c'est tellement Trump. Et on a vu des vidéos quand il était, avant même d'être président de la République des États-Unis, il avait un comportement physique extrêmement expressif, pour ne pas dire un peu violent. Et là, dans cette séquence, il n'étonne pas. Et il est là, en train de pousser tout le monde. Ça m'a rappelé un peu, quand même, un côté Sarkozy à un moment donné, où on se pousse pour apparaître dans la lucarne et tout ça. Mais ça nous renseigne sur le type de rapport de force qu'un tel homme est capable d'imposer et d'installer avec le monde. Mais est-ce que cela va marcher? Est-ce que cela ne peut pas avoir un effet boomerang aussi? Parce que avoir une telle violence dans les rapports physiques et humains, est-ce que ce n'est pas dangereux? Il a quand même fait tomber moi, personne. ça m'étonne. Ça continue à m'étonner. Ça vous étonne toujours? Oui, ça m'étonne. Alors on va le voir d'ailleurs qu'il y en a un qui n'a pas été vraiment étonné et qui ne s'en est pas laissé compter, c'est Emmanuel Macron. Mais ça vous étonne, Oui, ça continue toujours. ça continue à m'étonner et ça nous étonne tous, puisque vous démarrez votre émission aujourd'hui par ça. Donc ça veut bien dire que ça nous étonne, ça nous surprend. On voit quand même et l'arrogance et la vulgarité de cet homme, qui n'a pas grand-chose à dire. On est dans un flou total, parce qu'on ne sait pas au fond quelle est sa position, parce qu'il tweete beaucoup, il est très impulsif, il réagit très vite, mais au fond, quelle est sa ligne de pensée? On est en train de la découvrir, parce qu'il y a eu la campagne, et puis maintenant, il y a le président. Et il y a quelques difficultés pour le président Trump en interne quand il va revenir aux États-Unis. Et je ne pense pas que ce sont ceux qui sont le plus tonitruants qui sont les plus forts. Jean-Luc, ça vous laisse sceptique? Oui, c'est pas très étonnant, puisque c'est en droite ligne du personnage, de ce qu'on a vu dans la campagne, de ce qu'on a vu depuis ces premiers mois assez chaotiques de présidence de l'administration Trump. Donc on est dans une forme, ce qui aurait été formidablement nouveau, étonnant et qui aurait mérité de longs commentaires, c'est qu'il soit élégant, distingué et plein de corrections. C'est pas le personnage, pour ça on le sait. Je suis pas complètement d'accord sur le fait qu'on est dans le flou, parce que je pense qu'il a précisé un certain nombre de positions depuis quelques jours à l'occasion de ce voyage. Mais il faut rappeler qu'on a quelqu'un là qui a beaucoup de mépris pour tous les gens qui sont là. Au fond, il vient dans une institution dont il a dit qu'elle était obsolète et qu'elle servait plus à rien. Il va avoir un discours, on va peut-être l'entendre, dans lequel il va dire à ces gens payez l'addition. Enfin, vous avez des dettes. Donc quand vous arrivez avec des gens que vous pensez être vos débiteurs, ne pas avoir beaucoup de pouvoir et être inconséquent, ce qu'il croit au fond et qu'il ne connaît surtout absolument pas. Absolument pas. Il n'a aucune conscience des règles
qui doivent exister, puisque Trump, il a découvert où était l'Europe quand ses conseillers lui ont mis une planisphère sur la table. Il y a ça aussi. On a passé la séquence dans la médiasphère hier. À un moment donné, il parlait même de la Belgique en disant quelle belle ville. Donc c'est pour dire. Et puis moi, j'ai lu depuis le début de la tournée de Trump extérieure, il a commencé par l'Arabie Saoudite, Israël et puis l'Europe, j'ai lu la presse américaine et il faut dire que le plafond des attentes de la presse américaine, ce n'est pas qu'il fasse des performances politiques extrêmement historiques, non. Qu'il ne fasse pas de bévues. C'est qu'il ne fasse pas de bévues. C'est ça qui est incroyable. Alors justement, vous en parliez, Jean-Luc Manot, autre séquence. Alors souvenez-vous, avant d'être président, Donald Trump était le héros d'une télé-réalité. Il en reste d'ailleurs curieusement le producteur. À l'époque, ça donnait ça. You're fired. Voilà. Alors hier, autre version. On est au siège de l'OTAN. Les plus grands de ce monde y sont. Voilà la version. Et regardez surtout la tête des candidats. Ça vaut le détour. Les membres de l'OTAN doivent pleinement contribuer et s'acquitter de leurs obligations financières. Mais 23 des 28 nations membres ne payent toujours pas ce qu'elles sont supposées payer pour leur défense. Ceci n'est pas juste vis-à-vis des contribuables américains. Et beaucoup de ces nations doivent pour ces dernières années de très grands montants. Et elles ne les ont pas payés. Ces 8 dernières années, les États-Unis ont dépensé davantage pour la défense que tous les autres membres réunis. Voilà, comme dans la séquence tournée aux États-Unis, il manque simplement à la fin le vous êtes viré. Il a tout à fait raison. Non mais Je suis désolée. Il y a quand même le fond et la forme, parce que la forme, vous avez vu, on pourrait être dans une télé-réalité avec les candidats. Pour une première rencontre, effectivement, il est surprenant. Et puis, voilà, même si c'est un propos qu'il avait déjà tenu dans la campagne régulièrement, sur la contribution des membres de l'OTAN, qui sont à la traîne. Et puis il a parlé plus comme un chef d'entreprise que comme un chef d'État, parce qu'il demande à ses partenaires de payer. C'est un businessman. Et il faut pas oublier que quand il avait reçu pour la première fois Angela Merkel à Washington, et d'ailleurs ça s'est très mal passé au niveau de la relation humaine, mais apparemment il lui a présenté à la fin de la rencontre une facture de ce que l'Allemagne doit payer à l'OTAN. Mais on est limite dans l'humiliation quand même. Mais non, il a tout à fait raison. C'est pas très différent de ce que demandent tous les présidents français. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron s'inscrit vraiment en droit de ligne de ses prédécesseurs quand ils disent aux Européens, la France assume une part extrêmement importante du coût de la défense européenne, enfin entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de défense européenne. En tout cas, elle fait énormément d'opérations extérieures. Ça serait bien qu'on sorte nos dépenses militaires de notre budget, qu'on ne soit pas soumis à une règle d'équilibre qui ne tient Donc pas, ce côté qui ne tienne pas professeur compte qui de donne cet la effort. leçon, C'est pas un professeur, c'est un débiteur qui veut voir la couleur de l'argent. C'est un bon, Non, mais c'est un il bon peut clic. avoir- Après, on peut trouver ça pas chic. Je sur le fond. me méfie beaucoup des commentaires sur la vulgarité. La vulgarité, c'est le goût des autres. Alors, n'entrons la pas vulgarité, c'est le goût des autres. n'entrons pas trop dans ce registre-là. Il y a la forme et le fond quand même. Oui, le style de payer, il faut absolument que vous payiez. Il l'a dit, son entourage l'avait dit, il avait expliqué dans des grands journaux européens. Ils ont dit qu'à un moment donné, si l'OTAN veut continuer à exister, il faut que les Européens payent et même augmentent leurs dépenses militaires à hauteur de 2% de leur budget. Mais la manière avec laquelle il le dit dans ce contexte-là, ça laisse rêveur. Et... Oui, il pose encore une fois, il pose une vraie question, la question de la participation des États-Unis à la défense de la zone OTAN est une question évidente. Judith a raison, c'est pas une question politique qu'il a inventée ou qui n'existe pas. Le problème, c'est qu'on peut imaginer qu'on règle ces questions autrement. Donc, alors la vulgarité, c'est le, je sais pas quoi des autres. Le goût des autres. Le goût, c'est le goût des autres, peut-être. Le goût était un peu amer pour l'ensemble des dirigeants quand même. Il y a des gens qui pensent que la civilisation, c'est aussi un ensemble d'usages. Et en l'occurrence, là, ils sont pas respectés. C'est-à-dire que Trump, il a quelque chose, c'est sa culture. Avant de vous dire bonjour, il vous demande de l'argent. Il vous parle d'argent.
C'est-à-dire que voilà, et si il vous demande l'heure, il faut faire gaffe à votre montre. Et donc, On n'est pas du tout dans la caricature. Non, on n'est pas dans la caricature, parce que l'histoire, il le dit lui-même. Il dit j'ai fait de l'argent, on peut tout écraser pour gagner de l'argent. Enfin, il y a une littérature de Trump, pas par Trump, parce que je suis pas sûr qu'il puisse écrire ça. Mais qui dit le contraire? Oui, mais qui dit le contraire? Non, Moi, je pense même que les États-Unis, c'est un pays formidable, parce que ils ont élu ce genre de personnages, et en même temps, la structure de l'administration américaine et la structure des institutions résistent de manière splendide à tout ça, qui fait que ça reste un grand pays. Mais l'attitude qui consiste, on peut toujours penser qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, et il a le droit de faire ce qu'il veut, mais d'arriver à des gens, et avant de leur dire une question de doctrine sur l'OTAN, à quoi ça sert? De leur dire, face au terrorisme, quel peut être le rôle de l'institution? Avec l'état de la Russie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle attitude il faut avoir? C'est ça qu'on attend d'abord du président des États-Unis, et ensuite qu'ils disent il y a une question de moyens. Or, il commence toujours par parler d'argent. Et c'est pas une caricature, c'est malheureusement une tare. Si le mot vulgarité fait peur, il y a un manque d'élégance et un manque de leadership, parce qu'il faut savoir entraîner. Et je pense pas que cet homme-là saura entraîner beaucoup de choses. Voilà, ça que je veux dire. Il y a un moment qui était attendu notamment par les télévisions européennes, françaises aussi, c'est la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron, moment médiatique qui a fait le tour du monde. Vous allez le voir, la fameuse poignée de main qui a été décryptée, redécryptée depuis hier, et puis tout ce que se sont dit les deux hommes. Donc on va regarder ce moment symbolique. Emmanuel Macron était prévenu, il ne fallait pas lâcher le premier. Regardez. C'est un grand honneur pour moi que de me retrouver aux côtés du président nouvellement élu de France, qui a fait une campagne tout à fait extraordinaire. Le monde entier parle de lui. Nous avons un grand nombre de sujets à aborder, dont le terrorisme, d'autres encore. Félicitations, félicitations à vous. Je suis très heureux pour ma part aussi d'être avec le président Trump. On a un agenda extrêmement large à discuter. Je dis la lutte contre le terrorisme, l'économie, les sujets climatiques et énergétiques. Et l'occasion de ce sommet de l'OTAN est pour nous aussi l'occasion d'une première rencontre. Donc je suis très heureux de pouvoir ensemble changer beaucoup de choses. Alors au-delà de l'image de cette poignée de main qu'on va revoir beaucoup plus longuement, il y a quand même le fond, et beaucoup avaient dit, mais quelle sera l'attitude, Judith, d'Emmanuel Macron face aux grands de ce monde? Et Trump, on l'a vu, en est un. Oui, et Trump est aussi une curiosité, en fait, dans cette scène mondiale où il fait ses premiers pas, en quelque sorte. On a l'impression, en fait, de deux phénomènes qui s'évaluent, qui s'apprécient. Côté boxeur, c'est après la pesée. Dans des catégories différentes, mais néanmoins très aptes à combattre l'un contre l'autre, éventuellement à coopérer l'un avec l'autre. Et là, Emmanuel Macron suit la ligne qui s'est tracée, à la fois gaullienne et mitterrandienne, c'est-à-dire en gros la coopération dans l'indépendance. On voit qu'il ne se laisse pas du tout démonter, et on a l'impression d'une normalisation des relations. Alors c'est évidemment, on ne peut pas le dire au bout de quelques secondes, de quelques minutes d'entretien dont on ne sait qu'une partie et quelques photos. Mais par rapport au ton qu'employait François Hollande vis-à-vis de Donald Trump, on a vraiment l'impression qu'on va pouvoir bosser normalement. Moi, je crois que cette rencontre était tellement attendue par tout le monde qu'il y a eu une scénarisation. Moi, j'attire l'attention simplement que cette image... On avait d'ailleurs prévenu côté américain pour Emmanuel Macron qu'il fallait qu'il soit précis et concis, parce qu'au bout d'un certain temps, Trump n'écoute plus. Cette image a fait le tour du monde. Mais il y avait une autre image qui n'a pas suffisamment attiré notre attention. C'est l'image où il salue devant la porte Trump et Melania. Et quand il termine le salut, Emmanuel Macron voulait qu'il fasse une photo tous les trois, et les deux ont tourné rapidement le dos. Et ils ont laissé Emmanuel Macron en train de regarder la presse avec une espèce de regret dans les regards d'Emmanuel Macron. Moi, je reviens à la poignée de main. En fait, si on veut se mettre dans la peau d'Emmanuel Macron actuellement, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il a en face de lui une Marine Le Pen qui a réussi. Et ça, il n'y a rien de commun entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Et ils sont obligés de faire ce jeu-là, que entre la France et les États-Unis, tout doit aller bien
parce que c'est important, parce que c'est vital, parce que on ne peut pas faire autrement. Mais politiquement, sur le plan politique et idéologique, tout les sépare et tout va les séparer dans les prochains jours, parce que les convictions que porte Donald Trump sont à l'opposé de ce que peut penser Emmanuel Macron, de ce que peut penser les leaders européens sur tous les sujets. Et Alors, on va écouter Emmanuel Macron justement, parce qu'on va revenir sur quelque chose que l'on a appris hier, c'est que Emmanuel Macron était le candidat de Donald Trump, il l'a dit, et que en aucun cas Donald Trump soutenait Marine Le Pen. On écoute le président Trump et Macron, en fin de compte, les meilleurs amis du monde. Je suis très heureux pour ma part aussi d'être avec le président Trump. On a un agenda extrêmement large à discuter. J'ai dit la lutte contre le terrorisme, l'économie, les sujets climatiques et énergétiques. Et l'occasion de ce sommet de l'OTAN est pour nous aussi l'occasion d'une première rencontre. Donc je suis très heureux de pouvoir ensemble changer beaucoup de choses. Ils vont changer beaucoup de choses et à la tribune, Emmanuel Macron a redit effectivement que la rencontre avait été fructueuse, positive et qu'il y aurait un vrai travail, une sorte d'axe France-États-Unis. Oui, c'est deux gagnants inattendus qui se saluent l'un l'autre. Et je reviens sur le caractère résolument constructif que visiblement Emmanuel Macron essaye de donner à leur relation. On n'est pas du tout dans le registre du mépris qu'utilisait François Hollande, dans le registre de l'admonestation, la leçon de morale permanente. Et ça, c'est bien pour la France. Jean-Luc ? Oui, on va une fois que les projecteurs seront éteints, on va revenir aux tendances lourdes de la diplomatie et la tendance lourde des relations internationales. Et pour les États-Unis, je ne suis pas sûr que dans l'immédiat, la France soit devenue un partenaire aussi essentiel. On va revenir avec l'alliance traditionnelle avec la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne, qui est par sa puissance économique. Ce qui est psychologiquement, il faut faire un peu de psychologie, là, parce que c'est de ça qu'on fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que Donald Trump, il est tellement habitué au sunlight qu'il va vers les sunlight. Et il se trouve que celui qui en ce moment est sous les sunlight, sous les spots, c'est Macron. Et donc les projecteurs qui sont au niveau international sur Macron, et encore une fois, c'est la chance de la France. C'est une chance formidable. C'est que le monde entier pensait que ce pays était recroquevillé, incapable de se réformer, incapable de bouger, en proie au populisme. On va attendre qu'il se réforme avant de se réjouir qu'il se soit réformé, peut-être. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas utilisé le futur. Je dis que c'était ça l'idée qui existait dans la presse internationale et dans le monde. Et là, il y a un truc, ils ont osé. Pas plus, pas moins. Évidemment, on regardera les résultats. Et évidemment, le risque de déception est d'autant plus important que l'espoir est grand. Mais enfin, le monde regarde ce pays un peu différemment. Voilà, d'ailleurs, l'image d'ouverture de l'émission tout à l'heure, vous l'avez vu, hein, les grands de ce monde sont là. Emmanuel Macron marche, on va peut-être la revoir, vers ce tapis pour rentrer dans les locaux de l'OTAN. Et là, l'ensemble des présidents viennent vers lui. C'est quand même un changement. Il y a 6 mois, il n'y a pas un de ces chefs d'État qui aurait signé sur le pari que ce soit lui. Il y a quand même une chose, c'est que tout le monde disait avant qu'Emmanuel Macron ne saurait pas résister à Poutine, ne saurait pas résister à Trump, ne ferait pas le poids. Et là, on se rend compte que non seulement il est là, mais en plus, ça fait plutôt l'événement. Et que ce pari... Il faut attendre pour savoir s'il résiste quand même. Non, mais il faut évidemment attendre. Attendre. Mais quand même, à l'époque, les commentaires, c'était déjà ça. Oui. Et l'élément que vous soulignez, qui est très juste, c'est que tout à coup, c'est la France qui crée l'événement. Et ça, c'est une aubaine extraordinaire pour notre pays. Et même si, évidemment, le pays n'est pas réformé, mais qui pourrait penser qu'une semaine après l'élection, il le serait, même si le pays est déjà pas réformé, il y a malgré tout un souffle. Et Emmanuel Macron porte ce souffle. Et aujourd'hui, sur les premiers rendez-vous internationaux, il est déjà présent, il fait face, et on voit qu'il a un certain poids et une vraie détermination. D'autant plus, que comme il l'a dit pendant toute sa campagne, il n'aime pas les propos péremptoires, c'est-à-dire qu'il n'explique pas qu'il va renverser la table par rapport à l'Allemagne, par rapport à ses grands partenariats étrangers et mondiaux. Il va faire une politique française un peu gaulienne, un peu mitterrandienne, avec une vraie place de la France dans le monde. Et petit signe des tensions à venir, quand on décrypte et qu'on analyse les premiers mots devant les caméras de Trump et de Macron, on remarque que Trump a dit « nous avons parlé du terrorisme et d'autres questions ». Alors que Emmanuel Macron a pris la parole et parlé en français pour dire « nous avons parlé du terrorisme, nous avons parlé de réchauffement climatique, nous avons parlé d'un certain nombre ». Vous voulez écouter le président Emmanuel Macron ? On écoute le président Emmanuel Macron. Je dirais que
le cœur de nos échanges fut le pragmatisme. Et donc il y a des sujets sur lesquels nous n'avons pas forcément la même lecture, il y a des choix qui ont été faits, mais nous avons pu échanger de manière extrêmement directe, avec une volonté affichée de renforcer notre partenariat et notre coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Ce fut pour moi un très bon entretien. Un très bon entretien. Oui, on est dans la pure opération de communication telle que l'a conçue Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Une chose très importante, il a reçu à l'Élysée les patrons des principales centrales syndicales. Il faut remonter à Nicolas Sarkozy pour retrouver ça. Un président de la République qui prend la place de son Premier ministre, même si le Premier ministre l'a reçu après, pour lancer... Couvre la séquence. Ça aussi, il l'avait pour dit. lancer le dialogue social. Il n'y a pas eu d'image, enfin en tout cas, il n'y a pas eu de commentaires après ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait que l'exclusivité de la séquence fût consacrée à l'international, précisément pour la raison qu'elle Et ça continue la semaine prochaine avec la rencontre avec Vladimir Poutine. Il avait sur ce terrain quelque chose à prouver, alors qu'on sait très bien que la loi travail, il l'a préparée depuis longtemps, c'est un domaine qu'il maîtrise, il n'a rien à prouver dans ce domaine-là, sinon à affronter l'épreuve éventuelle des forces syndicales et de la rue. Mais en tout cas, il fallait qu'il pose sa stature internationale. Et de ce point de vue-là, on est dans une opération de com parfaitement réussie. Je rappelle simplement que la séquence ouverture, dialogue social, rencontre avec les leaders syndicaux a été complètement écrasée sur le plan médiatique par Manchester. C'est ça, en fait, qui a fait... Oui, mais de toute façon... sinon, on aurait eu plus de place sur les télé. Non, c'était pas conçu comme ça. L'axe était effectivement en termes de communication ce que l'on a vu hier, ce que l'on va voir encore aujourd'hui et qui continue la semaine prochaine, je le disais, avec la visite de Vladimir Poutine. Dans les premières semaines, dans les premiers jours d'un mandat, il est absolument décisif pour le président, pour habiter la fonction, d'avoir, c'est une partie non négligeable, enfin quand les Français élisent un président, ils l'élisent pour changer des affaires nationales, mais aussi avec une volonté de représentation à l'étranger. De ce point de vue-là, c'est décisif. Enfin, on voit comment les premières images internationales de Hollande avec la cravate de côté, le pas incertain et 2-3 bourdes ont été néfastes à l'ensemble du mandat. Donc, le commencer correctement là-dessus, affirmer ça, surtout quand on a cet avantage formidable et cette faiblesse aussi de l'âge, avec des Français qui peuvent se demander s'il est assez aguerri, assez expérimenté. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de ça sans enthousiasme? Enfin, faut pas exagérer non plus, mais il a fait le job, quoi. Correctement, il n'y a pas de faute. C'est plutôt bien fait. Jusqu'à cette première conférence de presse avec le Premier ministre belge, extraordinaire aussi. Il est trop tôt pour avoir des éléments de doctrine. Il y a un mot quand même qui est utilisé là, c'est le mot pragmatisme. Et sortir d'un entretien en disant il a été fait de pragmatisme, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, qui imagine le général de Gaulle utiliser le terme de pragmatisme, François Mitterrand ou d'autres. On est toujours sur les valeurs, on est toujours sur les grands principes. Là, il annonce un peu la couleur. Et il dit en gros, je suis avec un type dont tout me sépare, et vous aviez parfaitement raison, c'est l'antithèse en réalité de Trump de Macron, et il dit, bah voilà, mais malgré tout il est le président, je suis le président, il faut qu'on bosse ensemble. On a une alliance traditionnelle d'État à État, et il faut qu'on travaille ensemble. Là aussi, Emmanuel Macron, même à l'international, dépoussière les codes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nomme ça, qu'il dit le pragmatisme, qu'il ose ce mot, qui n'est pas quand même le mot le plus fréquent dans l'expression de la diplomatie française. C'est pas du tout conventionnel. Mais il faut dire que Trump ne l'est pas non plus. Donc ça... mais je rappelle simplement que la séquence internationale n'a pas été choisie par Emmanuel Macron. Il a été imposé. N'importe quel locataire de l'Élysée aurait fait ça. Qu'il l'ait endossé, qu'il en ait joué pour s'imposer comme le président de la République, vêtir le fameux habit présidentiel. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron l'a fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de savoir-faire en termes de communication, parce qu'il sait faire ça, il sait communiquer, donc il a très bien fait. Il a souvent un autre mot qui est l'agilité, donc je crois qu'il va être pragmatique et agile, effectivement, et y compris en relations internationales. On verra avec la séquence d'aujourd'hui s'il y a toujours de pragmatisme et d'agilité, et puis surtout face à un autre monstre, entre guillemets, politique, Vladimir Poutine, et ce sera lundi. Un changement de sujet, retour à la politique française ou aux histoires françaises, sans parler bien évidemment d'affaires. On va parler de com. On va parler du fond du sujet, mais on va parler de crise également et de com de crise en particulier. Vous l'avez compris, on va parler de Richard Ferrand, ministre aujourd'hui, ministre demain, c'est clair. Il l'a dit, j'y suis, j'y reste. Regardez la séquence. Non mais attendez pas une seconde.
on démissionne quand on est coupable de quelque chose. Je ne suis coupable de rien, ni sur le plan légal, ni sur le plan moral. Vous serez encore là après les législatives? J'espère bien que Dieu me prêtera vie longtemps, oui. Oui. Ce qui est intéressant, ce sont ces deux mots, ni sur le plan légal, ni sur le plan moral. On va réécouter un document. C'était le 1er mars, un homme dans la tourmente, et on lui demandait justement, est-ce qu'il allait partir ou pas? Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. J'y reste sur la forme. Je suis là aujourd'hui et je serai là demain. Dixit, Richard Ferrand. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un peu de recul sur ces deux affaires qu'on met en parallèle quand même? Alors, on n'est pas sur le fond. Hein. Ouais, on n'est pas non, mais juge c'est ici, bien. on n'est pas bien, enquêteur non plus. On est vraiment sur la forme et sur la communication pure. Écoutez, il y a un ton très dramatique chez Fillon qui n'est pas du tout le cas de Ferrand. Ferrand, il dit, si Dieu me prête vie, je serai là encore. C'est la deuxième fois hein, que le ministre s'exprimait sur le sujet. Alors que Fillon nous explique que la démocratie est en cause. Enfin, il nous a tout expliqué, hein, jusqu'au rassemblement du Trocadéro, avec la mise en cause des juges, enfin beaucoup de choses. Là, on n'est pas du tout dans cette dramatisation. Alors, si on rentre dans l'affaire 3 secondes, c'est 8 000 € pour son fils Ferrand sur une mission très, très claire et très nette, alors qu'on sait que l'affaire Pénélope, on n'est pas loin du million au total. Ça n'a rien à voir sur un emploi fictif. Donc, il y a sur un emploi fictif, excusez-moi, ça c'est la justice qui peut le dire. Oui, en enfin, l'état si actuel vous des voulez. choses, François Fillon a été incapable. Il y a quand même des précautions élémentaires à prendre. François Fillon a été incapable d'apporter le début d'un embryon de preuve du travail. Vous n'êtes pas juge. Non, mais moi sans non être plus. juge. Non, mais attendez. Voilà pourquoi, je le disais, nous n'allons pas rentrer dans le fond du journaliste. sujet et de cette affaire. On va rester sur la forme. Alors, mais juste sur la forme, il y en a un qui nous explique que la démocratie est en cause, voilà, de façon très très grave, et qui a amené son parti à la défaite. Et l'autre dit juste, voilà, je continue ma campagne. Alors justement, moi je voulais qu'on revienne sur le j'y reste de la part d'un ministre, alors qu'on n'a pas entendu encore son patron, qui est normalement le Premier ministre, et qui dit de toute façon, sur la forme, sur le fond, on ne me reproche rien, ou en tout cas je ne me reproche rien. Juste là. Mais je crois que, soyons réalistes, Ferrand a plus de poids dans l'architecture macronienne que le Premier ministre. Philippe Édouard. Il faut le dire, parce que, vu l'influence qu'il avait, vu le rôle qu'il a joué dans Macron. C'est le premier député à avoir rejoint Macron. Voilà, donc il a plus, et tout le monde le sait, au niveau de la symbolique, au niveau de la politique, il a plus de poids. Maintenant, le sort de Ferrand dépendra de deux choses, à mon avis. Il dépendra de la pression médiatique. Est-ce qu'on aura la même machine médiatique qui reviendra tous les jours sur ce scandale, entre guillemets, et dépendra de l'utilisation... Comme on dit dans le jargon, est-ce que ça va feuilletonner? Ouais, et de l'utilisation aussi des forces d'opposition, les Républicains, le Front de gauche, le Front national. On va y revenir parce que les interviews d'hier soir et notamment de ce matin qu'on va réécouter dans un instant sont assez intéressantes. Comment il va utiliser ça? N'empêche que l'affaire Ferrand, c'est le premier couac du mandat Macron. Alors, les macronistes en général seraient assez inspirés d'éteindre ce feu avant qu'il ne se propage. Et comment le faire? Parce qu'à un moment donné, demain ou après-demain, dans n'importe quelle conférence de presse, il y aura un journaliste qui va poser la question à Emmanuel Macron. Que ferez-vous du cas Ferrand? Même ça ne s'est pas fait international, et puis de toute façon, Emmanuel Macron avait prévenu, je crois que c'était la semaine dernière, quand on est à l'extérieur de nos frontières, on ne parle pas des affaires internes. Je ne vous entends pas, Jean-Luc Manot. Mais parce que je suis poli, que j'attends que mon tour vienne. Non, écoutez, puisque vous nous donnez comme cadre les aspects de communication, l'affaire Fillon a été une telle déflagration qu'elle est devenue un master, qu'elle est devenue une sorte de modèle auquel on se réfère. Chez les conseillers en communication, c'est justement un cas d'école aujourd'hui. Évidemment. Quand on apprend l'affaire Ferrand, mais même si on apprenait une affaire qui était même le 10e de la préoccupation qui peut être celle de Ferrand aujourd'hui, immédiatement la référence, c'est l'affaire Fillon. On sait que immédiatement tout le monde va parler. Que ce soit juste ou pas. Et il y a évidemment une différence d'amplitude et de nature même très important. Parce que l'embauche d'un enfant, ce n'était pas ça qui était en cause. Ce qui était en cause, c'était la suspicion, vous avez raison de dire que c'est la justice qui en décidera, d'emploi de la fictivité, de détournement d'argent public. Il n'y a pas cette accusation qui est portée là dans l'affaire de
l'appartement. Oui, et puis des enfants embauchés, on sait très bien qu'il y en a, Il y a 100. 150 ou choses comme ça. À part Mais- les enfants embauchés, mais- comme les conjoints embauchés, on n'a pas repassé, parce que je crois qu'on l'a passé déjà hier. Ouais. Monsieur Ferrand avait dit Contre sur une les chaîne emplois qu'il était familiaux, voilà. absolument, à l'époque de l'affaire Fillon, contre. On est vraiment là dans la communication, voilà, dans le fâcheux. C'est évidemment fâcheux au moment où il y a cette arrivée du gouvernement et cette loi. Et deuxièmement, en termes de communication pure, je pense qu'il y a deux soucis majeurs. Le premier, c'est qu'il faut éviter de dire des stupidités. Et l'entourage de Ferrand a dit une stupidité, a dit quelque chose d'insultant, puisque quand on leur demande, un de l'entourage dit... bah oui, il a embauché son fils parce que vous comprenez, en Centre-Bretagne, trouver des gens qui savent lire Ça a et été écrire, c'est démenti. difficile. Donc ça a été démenti peut-être, mais enfin ça a été dit quand même. Et donc là, il y a une première faute de communication qui est celle de l'inexpérience du début. Puis il y a une deuxième chose, c'est comment le président va réagir à ces moments politiques compliqués. Moi, je suis de ceux qui pensent que les chaînes d'information continuent, dont on est un bel exemple ici, les réseaux sociaux, interdisent un silence prolongé du président sur ces sujets. C'est peut-être sa volonté, mais attention, parce que c'était la volonté de Hollande aussi, qui avait dit « je parlerai pas tous les jours, je serai discret, etc. » Et on a bien vu qu'en réalité, c'est quand même plutôt l'actualité qui commande, plutôt que les politiques qui commandent à l'actualité. Judith, C'est toujours le même problème. Là, Édouard Philippe fait une très belle circulaire où il met au fronton de ce nouveau quinquennat 3 mots: exemplarité, collégialité, efficacité. Hormis le fait qu'il invente le tiède, parce que quel gouvernement, quel président inaugurant un quinquennat n'a pas voulu être efficace, collégial et exemplaire, ça tombe extrêmement mal, d'autant que, comme dans l'affaire Fillon, il y a une prétention à la pureté. Fillon a battu Sarkozy en grande partie en disant qu'il imagine le général de Gaulle mis en examen, ça lui est bien retombé dans la figure. Là, c'est exactement pareil. là vous avez raison. Et vous disiez feuilletonné, visiblement le canard enchaîné n'a pas l'intention de lâcher. Alors, ce qui est intéressant, ce sont aussi les réactions. On va continuer à parler, bien évidemment, de la forme et de la communication, c'est-à-dire comment se défendre au sol, l'utilisation des mots, vous les avez entendus encore de la part du ministre hier. Pour le moment, place aux réactions. Une faute de la part de M. Ferrand qui a laissé faire sa femme vis-à-vis de cette affaire. Moi, j'attends du garde des Sceaux une réaction. C'est extrêmement important ce que je vous dis là, parce que s'il n'y a pas la réaction à la hauteur des enjeux qui sont censés être les nôtres dans ce texte, alors cela veut dire que nous sommes sur du cynisme, des mensonges, de l'hypocrisie et des coups de communication. On a l'impression de voir François Fillon se défendre et peut-être d'autres avant. Je suis étonné, je dis vraiment étonné de voir le système de défense qui ressemble tellement aux autres systèmes de défense. Moi, je suis très attaché aux questions éthiques. On voit bien que là, ce gouvernement qui voulait faire une démonstration avec une loi d'éthique semble un petit peu mal engagé pour le faire. Moi, mon problème n'est pas seulement les affaires de M. Ferrand, même si je crois que la justice doit peut-être regarder ça de près. D'abord, moi, je veux rappeler, je l'ai fait pour Julien Drey en son temps, je l'ai fait pour François Fillon, qu'on doit défendre la présomption de l'innocence. Je ne sais pas si M. Ferrand est coupable ou pas de quelque chose. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait même pas enquête, ne serait-ce que pour lui. Ne serait-ce que pour lui. Moi, à sa place, je demanderais au parquet d'enquêter pour démontrer son innocence. Oui, le problème, c'est que François Fillon aussi avait demandé à la justice de passer rapidement. Et on voit ce qui s'est passé ensuite. Séquence intéressante quand même des anciens amis qui aujourd'hui... Oui, ça ne vous étonne même plus, Jean-Luc Non, le côté presque malicieux, jouissif de Cambadélis en dit long sur l'état de crispation entre... le PS, canal historique maintenu, et En Marche. Donc oui, c'est-à-dire que comme sur le plan politique, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'accroche, il y a l'idée qu'il y a cet os-là qui est à ronger. Moi, j'ai deux observations que je veux faire. La première, elle concerne les médias. C'est pas une pratique médiatique normale quand il y a ce niveau d'affaires de tendre un micro en disant « Est-ce que vous allez démissionner ?» Je ne vois pas de fond politique à la démission. Et donc, il faut qu'on fasse attention, parce que quand il y a un type qui tombe dans la rue, si le micro se tend lui disant « Est-ce que c'est bien un cancer que vous avez ?», vous voyez bien qu'on est dans un système d'hystérisation
de la vie politique. Que les questions soient posées. Je viens de s'en apercevoir maintenant. Que les questions soient posées, elles doivent être posées. Que la justice doive passer, sans doute. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Lagarde. Il a raison de dire c'est pas normal qu'il n'y ait pas une enquête. Et il devrait lui-même demander une enquête pour que ce soit clair, un jury d'honneur, enfin j'en sais rien. Peu importe, enfin quelque chose d'indépendant qui le dise. Mais attention à ne pas hystériser le tout début d'une affaire, en plus en les confondant alors qu'elles ne sont pas, encore une fois, les mêmes et de même nature. C'est-à-dire de parler d'affaires alors qu'il n'y a, pour le moment, pas d'affaires, un certain nombre de faits seulement. Il faut y répondre. Mais justement, cette hystérisation, elle vient également des médias peut-être, mais des politiques aussi. Naturellement, mais naturellement, on venait commencer par ça, avec la volonté d'utiliser cette affaire. Les politiques sont jamais indemnes quand il y a une exagération. Ils sont un peu dans le rôle, vous avez raison, du pompier pyromane quand même. Hystérisation, mais il faut de la vérité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que cette affaire intervient au moment où le gouvernement s'apprête à lancer sa fameuse loi sur la moralisation de la vie politique française, portée par un partenaire vital d'Emmanuel Macron, qui est François Bayrou. Pierre angulaire du ralliement de M. Bayrou à Emmanuel Macron. Comment cette loi va être vendue, va être gérée, va être communiquée avec... Il y a un contretemps très malheureux, incontestablement, parce que Macron, c'est le renouvellement de la vie politique. Il a inscrit ça sur la réconciliation des Français et la politique par une grande transparence. C'est le ralliement de Bayrou avec à la clé cette loi de moralisation, qui est la première loi qui est annoncée, sur laquelle il travaille. Et il y a l'affaire Ferrand. Non, mais ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le mot-clé. Il faut de la vérité. Alors, ça peut paraître un truc de penseur naïf qui dit oui, il faut de la vérité avec un mot comme ça. Mais je crois que le pays réclame qu'on ait de la vérité, en tout cas. Donc, il y a une question qui est posée. Cette question, est-ce qu'elle est légitime ou pas? Oui, elle est légitime. Est-ce que donc, on doit lui apporter une réponse? On ne peut pas le barrer d'un revers de main. Et la réponse, je ne démissionnerai pas, quoi qu'il arrive, je n'ai pas fait de faute, est insuffisant pour répondre à ces questions. Chacun voit bien qu'il y a des choses entremêlées qui méritent qu'on les regarde. En passant, je veux dire un mot, parce qu'il a été dit souvent, y compris parfois ici par des intervenants, le canard enchaîné fait son travail. C'est-à-dire que le cabinet noir, manifestement, il n'a jamais existé, ou alors il existe pour tout le monde. Ou alors il s'est vite recyclé, donc il n'est pas noir. Parce qu'il est assez intéressant de voir que le canard enchaîné a fait son travail dans un premier temps, le fait à la première semaine de l'entrée en fonction d'un autre gouvernement. C'est donc un travail qui est fait. Voilà, vous avez raison, voilà qui sape un certain nombre d'argumentaires. On va continuer bien évidemment à parler de ce dossier, toujours comme bien évidemment de l'image. Vous allez voir, c'était ce matin, réaction côté gouvernement ou en tout cas partenaire du ministre. C'est tout de suite. Richard Ferrand s'est exprimé sur votre antenne en disant qu'il ne démissionnera pas. Moi, je n'irai pas plus loin. Je laisse à Richard Ferrand ce qu'il a dit. Je peux vous dire que j'ai travaillé avec Richard Ferrand. C'est un homme qui a de la probité, qui vient d'arriver, qui est ministre. Et mon rôle, c'est de commenter les affaires internationales. Il y a un débat Ferrand, il n'y a pas une affaire Ferrand. Parce qu'une affaire Ferrand, elle devra avoir une base légale et une problématique pénale. Ça n'est pas le cas. Richard Ferrand n'était pas député, il n'était pas en politique. Je pense qu'il faut faire attention aux mots. Ensuite, oui, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut être totalement transparent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. De la transparence totale. C'est une exigence si on veut rétablir le lien avec nos concitoyens. Et je crois qu'il nous faut, sur ce sujet, aller vite et loin. Je voulais vous poser une question. C'est quoi un débat Ferrand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en plus il avait des mandats. Alors certes il n'était pas député, mais à l'époque des fêtes, il était conseiller général et conseiller régional. En termes d'affichage et d'image, un débat Ferrand, c'est quoi ? Non, mais je crois que c'est un mauvais mot de Castaner. Enfin, un mauvais mot. Une mauvaise expression. Conseiller en communication, les mots ont un sens. Là, vous avez les éléments de ce qu'on appelle la lessiveuse, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement, Laurent Saïm n'est pas membre du gouvernement, tous les représentants d'Emmanuel Macron sont obligés d'aller sur ce terrain-là, de répondre à la question. Vu la fréquence et l'amplification, évidemment, ils vont dire des bêtises et de plus grosses bêtises au fur et à mesure que le temps passera. Mais de dire qu'il y a un débat, c'est particulier quand même. Comme on parle du traitement médiatique, juste une chose dans leur réponse quand même. Ils n'expliquent pas qu'il y a un cabinet noir, ils n'expliquent pas que c'est honteux, ils disent justement,
Et ça appelle à cette transparence il est que souhaitent les temps, Français. Oui, mais malgré tout. Pour l'instant, ils ont choisi la Non, 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 désinvolture, non, non, qui est peut-être non, pas le meilleur des choix, d'ailleurs. Ils disent une chose. Richard c'est Ferrand a parlé de normal. règlement de compte quand même, en disant que c'était mon ticket de bienvenue, Dixit. Bah, c'est normal, ils sont aux avant-postes. Je ne C'est veux normal pas faire qu'ils les soient comparaisons exposés. avec Fillon, parce que je pense que c'est des affaires qui sont Mais non, différentes. moins, mais en même temps. Non, qu'elles sont Il ne différentes. s'agit pas d'une affaire, mais Et d'un c'est débat. une difficulté de communication, mais que ce sont pas. Je pense qu'il y a un questionnement précis et que ça exige des réponses. Mais je veux juste dire quelque chose, c'est que si je prends ce qui est le soupçon qui existe sur Macron dans l'affaire du Crédit Mutuel de Bretagne. C'est pas une question. Sur Ferrand, pardon, excusez-moi. Là, on vient de n'y est pour rien. franchir Ou alors vous avez des éléments. Dont on m'excusera. Donc, de Ferrand. On n'est pas dans une question de moralisation de la vie politique et publique. Hein. On est dans une question de moralisation du monde des affaires. Parce que c'est dans le monde des affaires avec que des cette mandats question se locaux. pose. Mais peu importe. Qui ne servent à Non, rien, mais les peu mandats importe. En locaux. Là, c'est l'occurrence, une ils affaire ne avec servent pas dans le Mutuel l'affaire. de là. Bretagne. Ils ne servent pas dans Il y a l'affaire. pas d'argent N'importe public. quel Pékin peut être dans une entreprise, être dans le conseil d'administration et avantager ou pas sa femme, qu'il soit élu ou pas, ne fait pas mais rentrer d'argent Jean-Luc, public dedans. quand on l'a Donc fait, on n'est quand- pas mais- dans une... Non mais, Quand on l'a fait, ce que je veux dire, c'est qu'après la moralisation de la vie publique, il y a peut-être un travail à faire sur la moralisation du monde des affaires, qui est une autre paire de manches, peut-être un peu plus compliquée Le et tout danger, aussi importante. le danger de cette affaire, c'est quand on l'a fait avec de l'argent privé, qui nous garantit qu'on ne le refera pas avec de l'argent privé? D'accord. Alors moi, ce que je voudrais, pour clore le Oui, mais on peut pas débat installer et non la- pas l'affaire, ce que je voudrais, c'est vous demander qui clôt justement le débat. Le Premier ministre, qui lui n'est pas à l'étranger, il n'y a pas une séquence justement tampon. Non, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui est interpellé directement parce que c'est un des éléments les plus proches d'Emmanuel Macron. Vous pensez que son c'est au combat. président En C'est tout cas, son ce ne sera combat. pas François Bayrou dans le silence. C'est son combat. C'est le laisse son combat pourtant, Pourtant, d'Emmanuel. vous l'avez entendu notamment dans cette émission, François Bayrou est appelé à la parole. Christophe, même si Philippe Édouard parle, même si François Bayrou parle, même si Gérard Collomb parle, on attendra toujours le positionnement d'Emmanuel Macron sur cette affaire. Parce que c'est lui qui clora d'une manière ou d'une autre cette affaire. Il y a quand même un petit problème avec le silence de François Bayrou, qui, je le rappelle, est garde des Sceaux, qui Et avait porteur de la qui loi. avait demandé, en contrepartie de son accord avec Emmanuel Macron, que la première loi fût une loi sur la moralisation de la vie publique, qui se tait absolument complètement. Et alors, peut-être faut-il voir dans ce silence une explication politique. Il y a eu un très grave conflit, c'était même le plus grave conflit de la campagne, entre Richard Ferrand et François Bayrou, président du MoDem, sur l'attribution des investitures au MoDem. Et ils se sont vraiment clashés. François Bayrou n'a pas d'autre choix. Ou il critique le cas Ferrand et il démissionne, ou il montre sa solidarité et il se... Oui, mais pour l'instant, il a pris une troisième voie qui est celle de disparaître totalement. Alors, on va laisser le débat quelques instants, bien évidemment. On verra qui parlera, François Bayrou, le président ou le Premier ministre. Et on va revenir à une balade chemise ouverte. Radio Soleil dans les rues de Troyes, un match de foot entre amis. Et puis une annonce choc en politique. Et oui, c'était hier, c'est passé assez inaperçu, mais ça valait quand même le détour. Un peu de chance, s'il vous plaît, messieurs. Je suis dans la ville de François Barouin avec Christian qui sont des amis de longue date. On a partagé tellement de moments ensemble. Ça me fait plaisir parce que je suis français, que j'aime mon pays et que pour moi je tourne jamais la page de mon pays, quelle que soit mon absence de rôle ou mon rôle. La politique, non, c'est fini. Mais l'amitié, la fidélité, les valeurs que je porte, non. Quel beau slogan, vous y croyez ou pas, ou on est dans la com pure? Bah, il tourne jamais la page de son pays. Voilà, il nous l'a dit. Mais voilà, il est dans la droite ligne de ce qu'il a toujours dit et toujours pas fait, c'est-à-dire je me tourne la page et la page n'est jamais tournée. Mais excusez-moi, je trouve ça plutôt sympathique ce qu'il vient de dire, parce que moi le ton est changé, en tout cas le personnage a changé. Le ton est changé. Bon, évidemment, expliquer que juste il était touriste et qu'il avait choisi Troyes, justement la ville de Barouin, par un heureux hasard, et qu'ils se sont retrouvés ensemble. Bon, évidemment. Il y avait un match de foot, Jean-Luc, hier quand même, c'est important. Il y avait un match de foot, mais des matchs de foot, il y en a beaucoup. Il va sans doute pas tous les faire. Donc, il y a évidemment cette démarche politique, mais c'est un ancien président.
il a échoué sur un certain nombre de sujets, mais il a réussi sur d'autres. Et je trouve que la voix d'un ancien président, ça compte. Il faut se méfier. Plus Sarkozy vous dit la politique est finie, plus ça veut dire je reviendrai bientôt. C'est aussi un geste politique. Il est extrêmement inquiet pour les Républicains qu'il a fondés parce qu'ils sont menacés d'éclatement et sa présence s'explique aussi comme ça. Merci beaucoup à tous les quatre, c'était un plaisir. Merci à vous de nous regarder et on se quitte sur la poignée de main, la fameuse poignée de main, quelque peu revisitée. Congratulations, great job.